Alice au pays des merveilles. Depuis le temps qu'on me demandait de traiter ce sujet, c'est désormais chose faite. Ce soir, nous allons parler du sens caché de l'œuvre, ou plutôt des sens cachés, puisque vous allez voir qu'on va prendre un angle assez original pour parler d'Alice. Bonsoir à tous, je suis Dorémy, astrologue. J'enseigne l'occultisme à travers la pop culture, donc j'enseigne l'astrologie, la chimie, la magie et autres à travers des œuvres, et ce soir ce sera à travers Alice au pays des merveilles. Alors, ce que j'ai décidé de faire, et je pense que cela va être très intéressant, c'est que j'ai décidé de vous montrer plusieurs niveaux d'interprétation, plusieurs angles d'interprétation pour avoir un sens caché global. On va d'abord parler de l'interprétation historique et politique, donc je vais vous parler de toutes les références historiques et politiques. Puis on va parler de l'interprétation scientifique, donc tous les messages liés à la science, l'interprétation occultiste, puisque vous êtes sur une chaîne d'occultisme, et enfin l'interprétation psychologique. C'est parti. L'interprétation historique et politique. Alors ici on va s'attarder beaucoup sur les personnages dans Alice au pays des merveilles. Il faut savoir que Lewis Carroll n'aimait pas beaucoup les mondanités, il n'appréciait pas vraiment le côté très codifié de la société britannique et il s'en moquait un petit peu. Par exemple, le passage avec le chapelier toqué ou le chapelier fou, c'était une manière de se moquer des échanges futiles et interminables lors du tea time, ce fameux moment où il faut prendre le thé. Le lièvre de Mars, je me suis toujours demandé pourquoi le lièvre de Mars. Est-ce que Mars, il y a une signification ésotérique, occulte? Et en fait, pas du tout. C'est une expression anglaise qui signifie être fou, être agité. Pourquoi? Tout simplement parce que le lièvre, au mois de mars, il est connu pour être un petit peu en mode chasseur. Vous savez, comme quand les chats et les chiens sont en période de chaleur, quand ils ont envie de s'accoupler, ils sont un petit peu foufous, vous avez du mal à les canaliser. Eh bien, c'est pareil pour le lièvre. Apparemment, le lièvre au mois de mars est connu pour son côté un petit peu agité. Ouais. Il y a également la présence de Humpty Dumpty. Alors Humpty Dumpty, il n'apparaît pas dans Alice au pays des merveilles, il apparaît dans Alice de l'autre côté du miroir. Mais j'avais envie de vous le citer parce que je l'ai toujours trouvé très chou. J'ai toujours trouvé mignon Humpty Dumpty. Et alors, quel est le sens derrière ce bonhomme à tête d'œuf? Eh bien, il fait référence à une comptine anglaise que l'on ne connaît pas, en tout cas moi je ne la connaissais pas en France, mais c'est une comptine très connue en Angleterre, et comme la plupart des comptines, elle a un sens caché, mais avant de vous donner le sens, je vais vous la réciter, comme ça vous connaîtrez désormais la comptine de Humpty Dumpty. Humpty Dumpty assis sur un mur, Humpty Dumpty fit une grande chute. Tous les chevaux du roi et tous les hommes du roi n'ont pu remettre Humpty comme avant. Certains pensent que cette comptine fait en vérité référence au roi Richard III. Pourquoi Richard III? Parce que Richard III, il était connu. Alors, il y en a qui disent que ce n'était pas vrai, que c'était une rumeur, mais il était surnommé le bossu. Et le bossu, on dit Humpy, donc la bosse. Et Richard III, il était mort lors d'une bataille en tombant de son cheval. Donc la chute de Humpty Dumpty en arrière, elle symboliserait la chute de Richard III. Maintenant, le mort, c'est le charpentier. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ce passage, cette petite histoire très intrigante d'un morse avec son compagnon charpentier qui mange des huîtres. J'ai toujours essayé de comprendre la signification de cette histoire, et pendant longtemps, les gens pensaient qu'en fait, il y avait comment dirais-je, une signification religieuse, que en vérité, Lewis Carroll se moquait des religions comment dirais-je, qui manipulaient leurs fidèles, et que le morse était censé représenter Bouddha et que le charpentier était censé représenter Jésus-Christ. Mais le problème, c'est que en vérité, le personnage du charpentier n'a pas été choisi par Lewis Carroll, mais par son illustrateur. Lewis Carroll, il avait cette idée en tête
d'écrire cette histoire, mais n'était pas sûre entre un charpentier et j'ai oublié 2 autres métiers. Et c'est l'illustrateur qui a eu quartier libre. En fait, Lewis Carroll est venu voir son illustrateur, lui dit voilà, pour le deuxième personnage, j'hésite entre ça, ça, ça et ça. C'est toi qui choisis. Donc, est-ce qu'on peut vraiment tenter d'interpréter la signification quand un des personnages n'a pas été choisi par son auteur? Je ne pense pas. En tout cas, je n'ai pas envie de surinterpréter. Donc, dans le doute, je préfère pas. Je préfère passer mon tour pour le morse et le charpentier. Mais voilà, sachez qu'il y a beaucoup de gens qui pensaient que c'était une allusion aux religions. Et il y avait aussi des personnes qui pensaient que c'était une critique politique du comportement de l'Empire britannique par rapport à ses colonies, que les huîtres symbolisaient les colonies britanniques et que les 2 autres symbolisaient le comportement un peu trop gourmand de l'Empire britannique. Voilà, donc est-ce que c'est une critique de la religion? Je ne pense pas, sachant que Lewis Carroll était très croyant, qu'il enseignait dans un établissement religieux et que son père était pasteur. Enfin, à propos du souhait de la reine de peindre les roses en rouge, vous savez qu'elle a une obsession avec les roses rouges, eh bien ce serait là aussi une référence historique, ce serait une référence à ce qu'on a appelé la guerre des roses et dont l'issue devait décider de l'attribution du trône d'Angleterre. La rose rouge était le symbole de la maison Lancaster et la rose blanche celui de la maison York. Ceci étant dit, passons maintenant à l'aspect scientifique. On reviendra plus tard sur certains personnages présents dans Alice au Pays des Merveilles, mais là, j'aimerais plutôt m'attarder avec vous sur le côté, l'absence de sens dans Alice au Pays des Merveilles, le côté un petit peu décousu, le côté un petit peu absurde. Là, on aurait une réponse dans l'aspect scientifique de l'œuvre. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens qui pensaient que Lewis Carroll avait consommé, disons, un peu trop de sucre pour concevoir Alice au Pays des Merveilles, mais on n'a jamais eu de preuves, de la consommation de substances illicites, de stupéfiants. Il y a 2 pistes à explorer. La première piste est que Lewis Carroll était un mathématicien, ça vous le savez probablement. Il y a beaucoup de maths d'ailleurs dans Alice au Pays des Merveilles, mais ce ne sera pas l'objet de cette vidéo. Et il avait une vision très 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 classique des mathématiques, sauf qu'à l'époque, il y avait beaucoup de mathématiciens qui essayaient de nouvelles choses, certaines choses qui paraissaient un petit peu farfelues. Et lui, il s'en moquait beaucoup parce que il trouvait ces nouvelles méthodes semi-logiques. Il considérait les éléments d'Euclide, donc c'est un manuel de la Grèce antique, comme la quintessence de la pensée mathématique. Et comme je vous l'ai dit, le 19e siècle, c'était une période où les gens étaient un petit peu foufous, ils tentaient des choses, ils tentaient des concepts controversés, des concepts dans lesquels je ne rentrerai pas parce que ce n'est pas mon domaine d'expertise, j'ai peur de dire des bêtises, mais voilà, pour se moquer du côté un peu loufoque à ses yeux de ces tentatives de concept et de réforme, il avait décidé de s'en moquer en créant un univers qui était aussi logique que leur raisonnement. Autrement dit, pas du tout logique. Donc, il était très ironique. Et enfin, la deuxième piste est que Lewis Carroll apparemment souffrait d'un trouble neurologique très rare qui lui donnait beaucoup de migraines et des migraines très fortes au point où il avait la nausée, où il avait des vomissements. On a retrouvé des traces dans dans son journal intime où il expliquait aller voir des professionnels réputés, où il se plaignait beaucoup de migraines. Et il y a un dénommé Dr John Todd qui a émis l'hypothèse que Lewis Carroll avait utilisé ses propres expériences de migraine comme source d'inspiration, parce que le trouble neurologique dont il souffrait lui provoquait d'étranges hallucinations et lui provoquait comment dirais-je, que cela affectait la taille des objets visuels, dans le sens où il avait souvent l'impression qu'un objet était plus grand ou plus petit qu'il ne l'était en réalité, ou qu'un objet était plus loin qu'il ne l'était en réalité, ou plus près qu'il ne l'était en réalité. Et ça, ce côté
très grand, par exemple je pense à Alice qui doit récupérer une clé, et puis très loin, très près, on retrouve tout ça dans Alice. Donc peut-être qu'il n'était pas sous substance, peut-être qu'il a juste retranscrit un univers qui correspondait à ses crises de migraine et à son trouble neurologique. L'interprétation occulte. En 2016, un blogueur passionné d'occultisme dénommé Isaac Weishaupt a publié un très long article résumant tous les messages et symboles occultes présents selon lui dans l'œuvre, donc dans Alice au pays des merveilles. Je ne vais pas mettre tous les points présents dans son article parce que disons qu'il y a une partie où je trouve qu'il va un peu trop loin. Je ne suis pas forcément d'accord avec tous les points qu'il évoque, mais il y a certains points qui sont tout de même intéressants. Le premier point, c'est l'attrait de Lewis Carroll pour la spiritualité. Lewis Carroll, c'était quelqu'un de très croyant, hein, comme je le répète souvent à mes amis zététiciens, c'est qu'on peut être scientifique et croyant. On peut être un homme de science et un homme de foi. Et Lewis Carroll faisait partie de ces hommes-là. Donc c'était quelqu'un de très porté sur la spiritualité, probablement dû au fait que son père était pasteur et que son père avait une grande influence sur lui. Il était également membre de la Society for Psychical Research, un groupe qui étudiait tous les phénomènes paranormaux, surnaturels, psychiques. C'est quelqu'un qui s'intéressait par exemple à la transmission de pensée. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le deuxième point que j'ai trouvé très intéressant, c'est que le blogueur, donc Isaac Weishaupt, si je prononce bien son nom, nous rappelle que Lewis Carroll, lorsqu'il a écrit l'histoire d'Alice au pays des merveilles, il était sur un bateau en sa compagnie, donc en compagnie de la petite Alice qui a réellement existé, et il était sur la Tamise, mais pas n'importe où sur la Tamise, il était à un embranchement, on va dire, de la rivière Isis, parce qu'il faut savoir que la Tamise, c'est en vérité la fusion de deux rivières, la rivière Tam et la rivière Isis. Et la contraction des deux a donné Tam, Isis, Tamise, la Tamise. Donc le nom l'Isis, c'est le nom donné à cette partie de la Tamise qui est située en amont d'Iffley Loch et c'est après avoir traversé Oxford. Voilà, si vous voulez des précisions. Qu'est-ce qui nous intéresse dans cette histoire ? Eh bien, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr Isis. Pourquoi ? Parce que le blogueur à l'origine de l'article nous explique que Isis est une figure importante de l'occultisme et il a raison. Et il pense que Isis, du coup, l'aurait inspiré, mais je vais aller un petit peu plus loin que lui parce que Isis, c'est vraiment une figure qui m'intéresse. Et je vais vous rappeler qui est Isis. Isis est une déesse égyptienne, sœur et épouse d'Osiris. Et en plus de son rôle traditionnel d'épouse, de mère, de guérisseuse et de protectrice des défunts, Isis était vénérée en tant que déesse de la chance, de la mer et du voyage. Elle faisait l'objet de l'adoration des marins. De nombreuses cités dépendantes du commerce maritime, comme Pompéi, se tournaient vers Isis pour les défendre contre les caprices de Neptune. Ce n'est pas tout, car la déesse de la nature est souvent représentée comme le résultat de la fusion entre Isis et entre la figure d'Artémis d'Éphèse. Et Artémis d'Éphèse, c'est très facile de la reconnaître parce qu'elle est représentée par une poitrine multiple. Elle a plusieurs seins. Et cette représentation de mère nature, donc cette fusion, on l'associe beaucoup à une phrase dont vous avez peut-être déjà entendu parler, hein, une inscription antique rapportée par Plutarque, qui est un philosophe grec, qu'il faisait dire à propos de cette dame nature « Je suis tout ce qui a été, est et sera, aucun mortel n'a encore soulevé mon voile ». Les seins de la déesse représenteraient la nature nourricière et le voile les mystères cachés de la nature. Aussi, Osiris, Isis et Horus sont souvent des divinités intégrées dans des rites maçonniques pour les adeptes qui sont à un degré élevé. Parce que vous savez que chez les maçons, il y a plusieurs degrés. Autre point évoqué par le blogueur, c'est que
Alice au pays des merveilles ne devait pas s'appeler à l'origine Alice au pays des merveilles, cela devait s'appeler Les aventures d'Alice sous terre. Alice Adventures Underground. Et sous terre, bien sûr, on pense au tunnel, hein, elle tombe dans un tunnel au début de l'histoire, vous vous en rappelez, mais il y a aussi un côté caché, vous voyez, sous terre, occulte, comme si elle allait en profondeur, comme si elle allait un peu dans une initiation. Le mot underground, il y a une connotation un peu occulte, je trouve. Aussi, il ajoute que Alice possède une petite chatte appelée Dina, et selon Isaac, Dina ressemble beaucoup à Bina, avec un B. Et là, il fait directement référence à la Kabbale. Alors la Kabbale aussi, ça mériterait toute une vidéo, mais dans la Kabbale, on a ce qu'on appelle les séphirotes, parfois séphiros, hein, ça va peut-être vous faire penser à un célèbre personnage de jeu vidéo. Et les séphiros, ce sont les 10 puissances créatrices selon la Kabbale. Elles décrivent différents niveaux de réalité, chaque niveau étant un reflet de Dieu, mais aussi de l'être humain. Et Bina, c'est la puissance créatrice qu'on associe à l'intelligence et le discernement. Donc Bina, Dina, ça se tient. Voilà pour les références du blogueur. Maintenant, j'aimerais rajouter 2-3 références en plus, hein, histoire de rajouter une pierre à l'édifice et de ne pas faire que répéter ce qu'il dit, tel un perroquet. Il y a quelque chose qu'il a oublié de noter, je pense que c'est la présence du lézard. Hein, Monsieur Lézard, comment il s'appelle? Il s'appelle Bill? George? J'ai un doute. Il a une tête à s'appeler Bill. On va l'appeler Bill. Bon, le lézard qui monte à l'échelle, ça pourrait être une référence à la salamandre de feu, à la salamandre telle qu'elle est conçue en alchimie. En alchimie, la salamandre jouait le rôle de gardienne du feu. Je cite Fulcanelli dans son livre Les demeures philosophales et le symbolisme hermétique dans ses rapports avec l'art sacré et l'ésotérisme du grand œuvre, décidément quel long titre, il disait ceci: « Ce lézard fabuleux ne désigne pas autre chose que le sel central incombustible et fixe qui garde sa nature jusque dans les cendres des métaux calcinés et que les anciens ont nommé sémence métallique. » Bon, beaucoup de blabla un peu pompeux pour vous dire que la salamandre, c'était vraiment le symbole du feu, et que la salamandre, quelque part, elle avait un petit peu le même symbolisme que le phénix, hein, le phénix qui renaît de ses cendres. Donc voilà pour cette petite notion d'alchimie. On parlera aussi davantage d'alchimie sur la chaîne, c'est vrai que j'ai pas assez évoqué ce sujet, je trouve. La figure de Lilith est également présente. Rappelez-vous, Lilith, je vous en avais parlé dans la vidéo de Lil Nas X sur Montero. Et alors, j'ai un doute, je ne sais plus si cette scène est dans le livre, mais je me souviens que dans la version de Disney, à un moment, Alice devient gigantesque et elle se fait un petit peu attaquer par une mère oiseau, hein, qui essaye de protéger ses petits et qui l'appelle serpent. Et ça, à mon avis, ça fait référence au fait que Alice, en grandissant, elle représente la femme et peut-être la tentatrice. Bon, on reviendra sur l'aspect psychologique, l'aspect douteux de l'œuvre très très vite, mais il y a cette idée que Alice serait Lilith et que en tant que serpent, hein, parce que l'oiseau la traite, fait serpent, serpent, serpent. Bon, bref, elle serait Lilith et qu'elle aurait peur pour ses petits. Pourquoi? Parce que Lilith, selon la traduction hébraïque du passage du jardin d'Éden, Lilith serait la première femme avant Ève. Et Lilith, en refusant d'obéir à Adam parce qu'elle se considérait comme son égale, a été punie en étant privée de maternité. Et pour se venger, c'est elle qui aurait demandé au serpent, qui aurait influencé le serpent pour qu'il piège Ève. Donc il y a cette idée-là. Et Lilith, elle est souvent représentée, bon après ça dépend, il y en a qui vénèrent Lilith, mais pour beaucoup, elle est représentée comme une entité démoniaque qui aussi vole les enfants et mange les enfants
parce qu'elle est en colère de ne plus pouvoir enfanter. Donc voilà, il y a ce côté-là vis-à-vis de Lilith que je voulais évoquer avec vous. Dernier point, l'interprétation psychologique. Alors là, on rentre un peu dans le sulfureux, hein, dans les rumeurs. Est-ce que Lewis Carroll, de son vrai nom Charles Dodgson, était amoureux de Alice? Puisque vous savez, la petite Alice existait réellement. Hein. Lewis Carroll était, ou Charles, bon, je vais continuer à l'appeler Lewis Carroll, était un ami de la famille. Et c'est compliqué, c'est compliqué. Disons que Lewis Carroll, c'était quelqu'un de très timide, de très réservé. Il est resté célibataire toute sa vie et il n'était pas vraiment... Il n'avait pas d'amis femmes, il avait des amis filles. Il appelait ça ses amis filles, filles-enfants, ses amis enfants. Et aussi, c'est quelqu'un qui n'a pas eu une enfance facile parce que le père avait un peu la main lourde et Lewis Carroll souffrait de bégaiement. Donc quand vous êtes timide, que vous n'avez pas eu une enfance facile, que en plus vous bégayez, donc ça rajoute à votre timidité, à votre difficulté de discuter, bon bah je pense qu'il était plus à l'aise en compagnie d'enfants que en compagnie d'adultes. Mais est-ce que pour autant c'était quelqu'un qui avait un comportement inapproprié avec les enfants? Là, ça devient plus compliqué. D'un côté, j'ai envie de dire oui, qu'il était amoureux d'Alice. Pourquoi? Parce que... comment vous expliquer? Si un jour, je sais pas, vous vous ennuyez et vous décidez de relire ou de revoir Alice au Pays des Merveilles, si vous interprétez ça comme Lewis Carroll était amoureux d'Alice, ça colle. Pourquoi? Parce que, en vérité, Alice au Pays des Merveilles ne serait pas une histoire initiatique où la jeune fille grandit suite à de terribles épreuves. Hein, c'est ça, un roman initiatique, c'est que vous prenez un personnage, un homme ou une femme, un jeune homme ou une jeune femme, et à la fin, ça devient une personne adulte. Là, ce serait contre-initiatique. Il y aurait une sorte de régression dans l'histoire où Lewis Carroll nous laisse des indices sur le fait qu'il ne souhaite pas voir Alice grandir parce qu'il a peur que si elle grandit, elle se désintéresse de lui. Par exemple, le fait de rentrer dans le terrier, le trou du lapin, ce serait une manière de retourner dans le ventre de sa mère. Le fait de courir après le temps, donc le lapin, sans jamais réussir à le rattraper, c'est une manière de dire que Alice ne prend pas de l'âge, parce qu'elle n'arrive pas à rattraper le temps, donc elle est toujours en retard. Un joyeux non-anniversaire, qu'est-ce qu'un anniversaire si ce n'est le fait de prendre symboliquement de l'âge? Donc fêter tous les jours où tu ne prends pas de l'âge, c'est peut-être là aussi un indice sur le fait que Lewis Carroll, pour lui, un anniversaire d'Alice, c'est un événement triste parce qu'elle prend de l'âge et plus elle prend de l'âge, plus elle risque de se détourner de lui pour traîner avec, je sais pas, des jeunes hommes. Il y avait quoi d'autre aussi d'indices? Par exemple, encore une fois, cette scène où Alice est traitée de serpent, peut-être que, vous savez, il y a beaucoup d'hommes qui, lorsqu'ils sont attirés par les filles très 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 jeunes, c'est plus par peur des femmes de leur âge, par peur de l'intelligence des femmes de leur âge, dans le sens où les très jeunes filles, comme elles sont pas bêtes, mais comme elles sont un peu naïves, elles sont plus manipulables. Hein. On se rappelle quand Claude François disait j'aime pas les femmes après 18 ans, ça réfléchit trop. Il y a cette méfiance de l'intelligence de la femme qui serait forcément du vice et de la manipulation. Donc il y a plein comme ça d'indices. Ah, et aussi j'en ai oublié un, parce que j'ai revisionné Alice il y a pas longtemps. Quand la reine change un peu comme ça d'humeur et veut peindre les roses en rouge, ça pourrait aussi symboliser l'arrivée du cycle menstruel, l'arrivée des règles. Parce que dans la littérature, et même dans l'ésotérisme, l'occultisme, la rose, c'était aussi un symbole de la virginité
chez la femme. En plus, une rose blanche, vous savez, la couleur blanche, la pureté, bon, vous savez déjà tout ça. Et il y a un très très vieil ouvrage qui s'appelle Le Roman de la Rose qui traite un petit peu de cela. Hein, c'est un texte majeur de la littérature médiévale. Enfin bref, la rose, par exemple le film American Beauty, je sais pas si vous avez vu le film American Beauty, pareil, la rose elle est associée à la virginité. Donc moi j'y vois plus, pas la perte de virginité, mais plus l'arrivée du cycle menstruel, sachant que la reine, dans son attitude, ses sautes d'humeur, c'est vraiment la caricature de la femme qui a ses règles. Vous savez, souvent quand vous êtes, c'est très énervant d'ailleurs, quand vous êtes un peu agacé, il y a toujours quelqu'un pour dire «Ah mais toi t'as tes règles». Donc oui, je vois un peu la reine comme ça, comme la personnification du cycle menstruel. Pareil, Alice qui grandit, qui rétrécit, c'est un peu le symbole de la puberté quand on maîtrise pas les changements dans son corps. Donc c'est une interprétation personnelle, je ne vous dis pas que c'est le cas, mais je me suis dit «Ah, pourquoi pas revoir Alice sous cet angle?» et je trouvais que ça collait plutôt bien. Donc peut-être que oui, Lewis Carroll était amoureux de Alice. Après, est-ce qu'il a fait des choses inappropriées, pardon, ou est-ce que c'était plutôt un amour platonique? Je pencherais pour l'amour platonique. Pourquoi? Parce que Lewis Carroll, c'était également un photographe, donc il avait beaucoup de talent, hein, romancier, mathématicien, photographe. Et parmi les photos qu'il prenait, il a aussi pris de très très jeunes filles dénudées. Donc ça aussi, bon, c'est moyen, mais il a jamais pris Alice nue. Par contre, il a pris sa sœur nue. Et il y a beaucoup de photomontages comme ça de Lewis Carroll avec Alice qui ne sont pas vraies. D'ailleurs, moi, je pensais jusque-là que c'était des vraies photos et en fait, ce sont des montages. Mais la photo de la sœur d'Alice qui s'appelait, si je ne me trompe pas, Lorina, je mettrai son nom au cas où, et qui était un peu plus âgée, mais pas non plus hyper âgée. Je crois que quand Alice avait 8 ans, sa grande sœur en avait 12-13, donc on reste quand même dans un âge problématique. Il l'avait pris nue, et le fait de l'avoir pris nue, ça avait causé sa rupture avec la famille d'Alice, parce que jusque-là, Lewis Carroll, c'était un ami de la famille. Et ça, c'est vraiment, je trouve ça louche. Parce que même si tu fais des photos de jeunes filles nues ou déshabillées dans une optique artistique, ce genre de photos, si tu n'as pas des intentions cachées, tu les fais avec le consentement de l'enfant, mais également le consentement des parents et en présence des parents. Hein, tu ne fais pas une photo de la gamine pendant que tout le monde a le dos tourné. Enfin, je sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette histoire. Et je pense vraiment, alors c'est mon interprétation personnelle, j'ai pas envie de, comment dire, que vous engouffrez dans ce que je dis, hein. Prenez du recul sur ce que je dis, prenez toujours du recul sur ce que disent les gens de manière générale. Mais je me demande si il n'était pas dans cette optique où il était vraiment, vraiment amoureux de Alice, mais à un point où elle était un peu comme un ange pour lui, mais un homme étant un homme, il avait quand même certaines pulsions. Et pour ne pas salir son petit ange, sa muse, eh bien il aurait pris une photo de sa grande sœur, donc d'une autre fille qui a quand même une ressemblance physique, pour pouvoir, avec cette photo, exprimer ses pulsions. Donc à défaut de pouvoir, non pas, je perds mes mots, donc à défaut de vouloir toucher, avoir un comportement inapproprié avec Alice, il s'est dit, bon, bah, il me faudrait une photo d'une jeune fille qui ressemble à Alice pour pouvoir, avec cette photo, avoir de quoi fantasmer sans salir. Écoutez, c'est un peu, je sais, c'est un peu glauque, mais bizarrement, je trouve que ça se tient plutôt bien. Et il faut savoir qu'il y a une femme dont je mettrai le nom, parce que si vous saviez le nombre d'articles, le nombre
de choses que j'ai lues pour faire cette vidéo. J'ai pas envie de m'emmêler les pinceaux, mais il y a une femme qui a écrit un livre pour un petit peu redorer le blason de Lewis Carroll par rapport à cela, parce que bien sûr, quand vous êtes fan de quelqu'un, vous n'avez pas envie d'avoir l'image de cette personne, où elle expliquait que non, c'était pas du tout ce qui s'était passé, que Lewis Carroll, c'était pas le fait d'avoir pris en photo la sœur d'Alice qui avait créé la rupture avec la famille, que la famille était au courant et que la famille était apparemment d'accord, que non, ce qui avait causé le drama, entre guillemets, c'était que Lewis Carroll avait eu des relations avec la mère d'Alice. Donc, et le problème, c'est que son livre, bien que très documenté, il a fait scandale parce qu'on lui reprochait non pas de vouloir défendre Lewis Carroll, mais plutôt de détruire une rumeur pour en créer une autre. Donc ça a fait encore des histoires, encore des dramas. Bon, on n'aura pas le mot de la fin. Je pense en tout cas que, quelle que soit votre opinion, pour moi, Lewis Carroll, il n'a pas touché. Il n'a pas touché Alice, mais est-ce que il avait un amour pour elle? Bon, ça, je vous laisserai seul juge. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Je le dis toujours en fin de vidéo, mais mes vidéos me prennent énormément de temps, donc n'hésitez pas à m'encourager, ça me ferait très plaisir. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur l'occultisme dans la pop culture. À bientôt. Ciao!